Bonjour les rediffusés, évidemment. Deuxième session de lecture sur une histoire de genre de Lexi. Bienvenue dans la bibliothèque des invisibles. C'est super, on s'amuse, on apprend et on annote les livres. Alors, oui, on en était du coup, c'est ce que je vous disais dans cette toute première partie du livre qui s'appelle Les identités trans objectives et légitimes. Et on va entamer la troisième partie de ce chapitre 1 qui s'appelle Des constructions lacunaires biologiques et idéologiques. N'hésitez pas à vous hydrater, bien sûr. La perception des transidentités est également marquée par des représentations médicales. La théorie considérant les genres binaires comme innés et biologiques s'appuie sur la médecine, qui établit une liaison systémique entre organes génital et genre. Elle invisibilise ainsi toute une autre configuration biologique humaine par manque de considération ou de volonté de changer. La majorité biologique érigée en norme. Dans les faits, la médecine est largement nourrie par ceux qui l'ont théorisée, c'est-à-dire des hommes cisgenres hétérosexuels, majoritairement blancs, socialement valorisés, fers de lance et gardiens des facultés médicales. Qui est surpris? Personne. Cet environnement influence fortement la façon et les conditions dont les recherches sont menées. Cela concerne d'ailleurs de nombreuses autres disciplines et n'est pas spécifique aux questions de transidentité. Ainsi, le sexisme impacte la manière de soigner les personnes selon leurs identités, bien sûr. Les afflictions touchant exclusivement les personnes ayant un utérus, principalement les femmes cisgenres, donc, sont par exemple moins bien connues ou étudiées. Coucou l'endométriose. Et donc moins bien prises en charge. C'est le cas pour les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes, ou pour l'endométriose. La récente prise de conscience du vide médical entourant celle-ci en est un parfait exemple. Il n'est pas rare que les douleurs chroniques soient sous-estimées lorsqu'elles sont rapportées par une femme cisgenre. Elles sont dans la tête, ou jugées exagérées. Pourquoi cette méconnaissance globale? Les biologies sexuées n'ont pas les mêmes symptômes et réactions pour une même maladie, mais les recherches sont faites en majorité sur des patients-tests qui sont des hommes cisgenres, de même que les médicaments sont préférentiellement testés sur des hommes cisgenres. On peut dire que ce sont les anatomies à pénis, les chromosomes XY et des taux hormonaux précis qui sont au centre de la recherche et qui sont de fait les mieux guéris. Tout ce qui sort de cette combinaison biologique est largement relégué au second plan, voire oublié. Et l'on attribuera toutes les circonstances médicales non théorisées à du psychosomatique, de l'exagération, une sensiblerie extrême, etc., etc. Ah, c'est chouette, hein, oui, de ne pas être un mec cis. Allez, la recherche en médecine n'est donc pas aussi objective et absolue que l'on pourrait le croire. Il existe une vraie sociologie de la théorie médicale et de l'accès aux soins qui crée des précarités et des maltraitances médicales sur les minorités. Les deux seules corporalités, chromosomes XX, pénis, autotestostérone et chromosome XY, utérus, vagin, vulve, autodœstrogène, constituent la majorité biologique et sociologique, car elles ont des fonctions reproductives compatibles, qui permettent une reproduction sexuée directe. Elles sont devenues la norme et ont fait des autres réalités, des marginalités, des erreurs de système, ostracisant les personnes trans et les personnes intersexes. Petit encadré sur les personnes intersexes, ces personnes naissent avec des caractères biologiques considérés comme contradictoires les uns avec les autres. Par exemple, naître avec un utérus mais avec des taux de testostérone très élevés, avoir des marqueurs génitaux péniens et vulvaires. La personne intersexe a longtemps été décrite comme hermaphrodite, entre autres. Mais il n'existe pas de portrait biologique type à l'intersexuation. Il s'agit d'un ensemble de situations biologiques très variées pouvant toucher les chromosomes, les hormones, les organes génitaux et d'autres caractères sexuels secondaires. Les personnes intersexes ne sont pas toutes trans, car être intersexe, ce n'est pas un genre mais un profil biologique. Cependant, il est courant que le militantisme autour des questions d'identité intersexe rejoigne le militantisme trans, et les deux communautés sont politiquement proches. Ainsi, la grande marche de la fierté transgenre à Paris est également celle de la fierté intersexe, l'Exis Trans Inter. Ce rassemblement militant annuel est notamment pertinent dans le rapport à la médecine, parce que c'est important. Il faut rendre visibles les personnes concernées pour que, à un moment donné, la médecine s'intéresse à toutes ces identités. Mais toute norme sociale est relative, elle ne constitue pas une vérité éthique. Et oui, toute norme sociale est relative et elle ne constitue pas une vérité éthique. Morale ou même vraie dans son essence. Ça semble logique, mais je le souligne pour ceux du fond, on sait jamais.
Dans notre histoire commune, de nombreuses normes se sont appuyées sur une base pseudo-scientifique, sur des différences biologiques perçues, qui ont depuis été redéfinies, condamnées pour leur injustice et leur violence. Nous pouvons mentionner les systèmes de politique raciale aux États-Unis ou en Afrique du Sud, où pendant des siècles il a semblé normal de considérer les personnes noires comme des ressources économiques et humaines à disposition des besoins des blancs blanches. Les textes religieux, scientifiques et médicaux érigeaient l'esclavage en norme. Si aujourd'hui nous sommes héritiers et héritières de ce système, et que les questions du racisme et du colonialisme sont loin d'être réglées, une telle déshumanisation ne trouve plus de légitimation scientifique et politique pour la majorité des membres de la société. Je veux croire qu'à chaque génération, on remet en question les constructions et normes intégrées. Aujourd'hui, les collectifs féministes encouragent et pensent une nouvelle révolution sexuelle, basée sur la connaissance anatomique précise du clitoris. Une question centrale, mais qui démontre dans les discours qu'il apporte une tendance encore prégnante à l'essentialisation biologique, en même temps qu'un manque de convergence de plusieurs militantismes. C'est très important. La convergence des luttes et tout ce qui est intersectionnalité. L'un des enjeux des luttes sociales actuelles et à venir sera aussi de décloisonner les frontières des genres et de la biologie, réussir à porter des militantismes à plusieurs voix pour interroger davantage les frontières des constructions sociales et leur influence directe sur l'inclusion et la compréhension des identités. Car aujourd'hui encore, la construction d'une biologie genrée entraîne une hiérarchisation entre les identités et les corps, où certains sont jugés plus vrais ou plus sains parce que majoritaires. Une volonté de rationaliser par la science. Dans la recherche concernant les transidentités, tout un pan de la réalité quotidienne, des besoins et des rapports au genre à l'histoire est encore complètement ignoré. La préoccupation principale reste d'expliquer les identités trans par la science et la médecine, de leur trouver une origine et implicitement de résoudre le « problème », sans chercher à y laisser une expression libre, sans questionner plus globalement la construction du genre. D'ailleurs, dans les parcours de transition, dits officiels en France, l'une des premières étapes est la reconnaissance, le diagnostic de la transidentité d'une personne appuyé par un diagnostic de « dysphorie de genre », concept expliqué dans la version française du manuel MSD, l'un des manuels de psychiatrie de référence. Pour la plupart des gens, le sexe biologique, l'identité de genre et le rôle de genre sont concordants. Cependant, le patient présentant une dysphorie de genre ressent une certaine... On est en train de citer le MSD, hein. Cependant, le patient présentant une dysphorie de genre ressent une certaine incongruité entre son sexe anatomique et son identité de genre. L'incongruence de genre n'est pas considérée comme un trouble. Cependant, lorsque le déséquilibre perçu entre le sexe de naissance et l'identité de genre provoque une détresse ou une invalidité importante, un diagnostic de dysphorie de genre peut être approprié. Cette définition est signifiante à plusieurs niveaux. D'abord, parce qu'elle confirme, même si assez timidement, que le sexe biologique est indépendant du genre. Très important. Elle n'utilise pas l'adjectif genré pour désigner le sexe, mais tout en légitimant l'existence des identités trans, elle les place en dehors des schémas de normalité sociale, culturelle et biologique, en soulignant le fait que la norme de référence est cisgenre, qu'elle aligne genre et sexe. Deuxièmement, la référence au diagnostic de dysphorie de genre montre également le besoin de médicaliser et de théoriser. Même si cette dysphorie n'est plus considérée comme une maladie mentale et pathologisante, elle continue d'exister dans le monde médical et au-delà, dans un inconscient culturel généralisé. Le rapport général à la dysphorie de genre en a fait une réalité intrinsèquement médicale sans prendre en compte ses raisons sociales, menant à des conséquences nécessitant une prise en charge médicale. La base naturelle de la biologie a forgé la construction sociale du genre et inversement. La sociologie du genre a assis les biologies majoritaires, car c'est bien cela le cœur de la division cisgenre-transgenre, une théorie biologique du genre construite sur la base des corps de la majorité de l'espèce humaine. Et c'est de cette construction de la biologie genrée que découle le rejet fondamental des diversités de genre et de corps, au titre de « contre-nature » entre guillemets, et la volonté d'effacer les diversités par des chirurgies entre guillemets correctrices, en fait mutilatrices sur les nouveau-nés intersexes, des thérapies de conversion, des législations eugénistes, le tout amenant à rendre officiellement malades les personnes qui vivent différemment de la norme. Il s'agit là d'une domination de la majorité qui s'est construite une légitimité en occultant les minorités, puis en les stigmatisant. Le genre est relatif dans le temps et l'espace. Il est construit par la société pour la servir dans l'organisation des fonctions et des espaces relatifs à chaque personne. La biologie n'est pas intrinsèquement binaire et elle est aussi
théorisé pour créer une classification de la majorité utile à un ordre social, pour lui assurer stabilité et reproduction de l'espèce humaine. Il est fondamental de lire les transidentités dans leur réalité quotidienne, de les mettre en perspective dans leur temporalité, dans leur contexte sociopolitique. La grille de lecture utilisée actuellement par la majorité, mettant au premier rang la médecine, ne peut qu'être lacunaire et erronée, évidemment. On va passer à la partie suivante, qui se demande quelle spécificité des vies trans aujourd'hui. Mais d'abord, je vais boire un petit coup car j'ai soif. N'hésitez pas à faire de même. Bon, moi personnellement, je n'ai pas pris de notes sur cette partie. J'avoue. Il n'y a pas de mots que j'ai appris que je ne connaissais pas. On a évoqué un tout petit peu les thérapies de conversion. Très important récemment, j'espère que vous avez signé la pétition pour interdire les thérapies de conversion dans l'Europe entière. Buvons un petit coup. Voilà, pour interdire cette merde. Bon. Quelle spécificité des vies trans aujourd'hui? Une identité souvent perçue comme dégradante. Sociabiliser, ce n'est pas évident. Mais, aux diverses difficultés à s'intégrer et à apprendre les normes sociales, s'ajoutent des éléments identitaires qui compliquent la tâche. Tant leur poids est important. Dans notre société, genre et expression de genre sont intimement liés, et il est attendu d'un genre qu'il corresponde à certains archétypes. Parfois pas très sains, exigeants, voire inatteignables. Toutes les personnes cisgenres n'y correspondent pas, la grossophobie en est un cruel exemple. Malheureusement, sortir de ces canons, c'est être en soi ostracisé. Ce sont également les attentes physiques qui stigmatisent et isolent les personnes trans. En effet, la transidentité ne se voit pas, ne se lit pas. Le physique n'est pas un vrai indice pour permettre de deviner la transidentité d'une personne. Il n'y a pas de physique type de la personne trans, même si la notion de passing existe bel et bien. Il s'agit, pour une personne trans, de passer pour une personne cisgenre, grâce à un ensemble de facteurs extérieurs auxquels on associe automatiquement un genre binaire. Si certaines personnes trans n'ont pas l'air assez cisgenres, si elles ne correspondent pas au modèle préconçu de féminité ou de masculinité, elles s'exposent à des moqueries, à des violences physiques. L'une des insultes qui revient pour souligner une non-conformité à des attentes de genre d'une personne est « travelot », entre guillemets. Un terme péjoratif utilisé pour désigner et insulter les personnes trans et qui illustre une vraie violence basée sur la suspicion de la transidentité, car l'identité trans est perçue pour une majorité de personnes comme dégradante. Récemment, les réactions de passants interrogés sur la possibilité qu'une Miss France soit une femme trans l'ont démontré de façon criante. Des grands pieds, des épaules carrées, mâchoires de mec. Toutes les parties du corps y sont passées pour traduire une vision des personnes trans très fermée et dépendante de stéréotypes de genre physique. À ce poids quotidien s'ajoute la frustration régulière. Frustration d'être ramené sans raison pertinente à son identité ou assignation. Frustration de ne pas être comprise. Frustration de ne pas réussir à transmettre des informations permettant une compréhension, sans parler de la frustration, de la colère, de la douleur de vivre les discriminations autour de cette identité pour certaines personnes ou de subir le contraste entre la fierté et le bien-être d'être ressenti dans cette identité et la transphobie subie au quotidien. À noter que rien n'est manichéen et que des moments de mal-être peuvent intervenir malgré une identité acquise, comprise, revendiquée, comme tout le monde. Faire face aux stigmatisations, aux rejets et aux moqueries. L'identité des personnes trans est quotidiennement remise en question en raison d'un profond manque de connaissances ou de déconstruction des genres. Oui. Éduquez-vous, bonsoir. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Pour les personnes trans, sociabiliser et plus largement s'intégrer dans un espace social et public est un chemin semé d'embûches. On peut diviser les espaces de sociabilisation difficiles en 3 catégories. Le premier, les espaces où les obstacles proviennent de l'identité administrative de la personne concernée. Il y a ensuite les espaces où son identité n'est pas ouvertement connue, où les préjugés prennent le dessus. Et enfin les espaces où son identité est directement attaquée et dénigrée pour elle-même. Ces typologies ne sont pas mutuellement exclusives, certaines circonstances les font se superposer. Dans la société, l'une des expériences de vie propres aux personnes trans est de se retrouver dans une situation de décalage.
Décalage entre leur identité de genre, la perception sociale de leur expression de genre et les mentions de l'assignation de naissance sur des documents administratifs, ayant des conséquences profondes. Ce décalage est de plus en plus prégnant au fil de la transition. Prenons l'exemple de la situation sur les documents français. Sur la carte d'identité française est renseignée la mention dite de sexe, qui est une agglomération entre sexe et genre. La réalité sociale et administrative demande une mention de genre. L'information considérée comme nécessaire est de savoir si la personne est un homme ou une femme, une donnée qui n'est pas liée au sexe biologique. De fait, il est possible de faire modifier sa mention de sexe après une démarche au tribunal de grande instance, mais tant que celle-ci n'est pas effectuée, une personne ayant une expression de genre perçue comme X se trouve à devoir présenter et renseigner une mention de sexe Y. Dans de nombreux cas, ce simple décalage crée une méfiance, une hostilité, et dans le cadre d'administration ou de services nécessitant le renseignement administratif, parfois un refus de service, ou un service de qualité moindre. Est-ce qu'on se rend compte de la discrimination ? À cela s'ajoutent les moqueries. Une administration est une autorité, elle a un pouvoir qui peut induire un rapport de crainte, décuplé dans le cas des personnes trans qui redoutent que l'autorité s'exerce arbitrairement, en se basant sur une désapprobation de leur identité. Travail, location d'appartements, entretien d'embauche, administration scolaire et universitaire, rapport à la mairie et au milieu médical, etc. Les démarches auprès de ces instances peuvent poser de grandes difficultés pour les personnes concernées dès lors qu'elles ont besoin de leurs services et faire l'objet de discrimination. Ainsi, lors de rupture de stock de médicaments nécessaires aux personnes trans, mais aussi aux personnes cisgenres, dans le traitement de certains déséquilibres hormonaux, plusieurs témoignages ont rapporté le refus de certains pharmaciens de servir les personnes trans au bénéfice des personnes cisgenres, considérées comme plus nécessiteuses ou plus importantes. Au-delà du manque évident d'empathie et de tolérance, le déficit de connaissances sur les besoins médicaux des personnes trans met clairement leur vie en danger. L'accès à l'hormonothérapie permet en effet de réduire drastiquement le taux de suicide de ceux qui veulent transitionner médicalement. L'association Espace Santé Transgenre rapporte également des sources sur l'importance du respect du pronom et du prénom de la personne trans pour assurer une stabilité émotionnelle et aider à réduire le taux de suicide des personnes trans. Enfin, les personnes trans subissent la transphobie à des degrés variés et la notion de passing ne rend pas toutes les personnes transbinaires égales face à la violence. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux pour observer les inégalités de traitement des femmes transgenres ayant un passing différent. Une femme trans qui a un passing considéré comme efficace, qui est féminine mais qui affirme sa transidentité, sera souvent attaquée sur des points qui essentialisent sa féminité, comme ses organes génitaux ou sa capacité à procréer. Sa féminité étant visuellement évidente et donc impossible à nier, il s'agit en effet pour ses détracteurs d'en trouver les failles pour créer une stigmatisation effective. Une autre stratégie consiste à cibler des détails physiques très précis pour casser l'image de féminité dite convaincante. Épaules trop larges, mains aux pieds trop grands, etc. Quand il s'agit de femmes trans n'ayant pas un passing si poussé, volontairement ou non, toutes les personnes trans n'aspirent pas au passing, les insultes et la perception négative se porteront sur la négation pure et simple de sa féminité, en utilisant des mots différents. Erreur de la nature, bête de foire, monstre, etc. Dans ce cas, c'est l'incongruence perçue et la non-conformité aux normes de genre qui servent de tremplin à la haine. On note ici une convergence des insultes envers certaines femmes trans et les personnes non-binaires. Il y a aussi, dans ces nuances-là, traces de contraintes dans ce qui est attendu d'une féminité majoritaire et excluante pour les personnes trans, mais aussi des femmes cisgenres. Dans la sphère familiale, amicale et amoureuse. Dans la sphère plus intime, une personne trans est toujours ramenée à son rapport en genre. Quand il s'agit de flirt, de drague et de sexualité, la question de quand est-ce que j'en parle se pose rapidement, ou de est-ce que je vais être compris, comprise et respectée. Du fait de la diversité d'opinions et de l'existence de la transphobie, de la désapprobation, sociabiliser en étant trans, c'est vivre au quotidien une peur du rejet justifié. Dans le milieu familial et amical, ces craintes sont souvent d'autant plus puissantes que les liens sont uniques. Que les relations soient positives ou non, les relations familiales ont une force émotionnelle particulière. La structure familiale dominante de notre société est héritée de constructions marquées par la religion, par des valeurs de division des rôles selon le genre, par un modèle hétérosexuel, cisgenre, autant de caractéristiques qui ne composent pas un contexte facile pour accueillir une déconstruction sociale, et ce n'est pas le niveau de l'éducation sur les questions de genre qui peut aider,
Car si les ressources existent, elles ne sont pas accessibles, vulgarisées et diffusées au plus grand nombre. Il faut souvent chercher activement et consciemment pour les trouver. On ne peut pas compter sur quelques heures d'enseignement de SVT, imprécises, souvent incomplètes, pour apprendre et intégrer que le genre est fluide, qu'il est un chemin de construction personnelle. Lorsqu'une personne fait un coming out trans dans le milieu familial, elle peut s'attendre à un certain nombre de réactions négatives, dont le rejet, fléau profond pour les jeunes queers, qui les expose à une précarité particulière. Si elle est logique dans le contexte que nous venons de décrire, l'incompréhension des proches entraîne parfois un changement sensible dans les rapports humains. Besoin de pédagogie constante pour comprendre cette réalité. Peur, inspirée des préjugés, peur de potentielles violences transmises, remise en doute de l'identité sur la base de celle des parents. Le poids de l'autorité parentale est d'ailleurs souvent ce qui retient un coming out, ce qui empêche des personnes de mener des expérimentations liées au genre par le vêtement, par des tentatives d'usage de pronoms et de prénoms nouveaux, et plus largement, la réalisation de leur transidentité. On peut aisément comprendre les peurs, les angoisses et les projections de certains parents qui témoignent d'une volonté de prendre soin de leur enfant, mais il est assez indispensable que la posture parentale soit, dès l'enfance, accompagnante et non dans le contrôle. D'après une récente étude, le fait qu'une jeune personne trans ait tôt une sensibilisation dans son genre, et non pas dans celui qui lui est assigné, et ait accès à des traitements hormonaux augmente considérablement son bien-être et diminue presque totalement le risque de suicide. Une position que le gouvernement britannique récuse, en empêchant depuis novembre 2020 l'accès à des bloqueurs hormonaux à 16 ans. Les mêmes réactions peuvent intervenir dans les relations amicales, car dans cette sphère aussi, les abandons existent. Mais la révélation d'une transidentité peut également libérer les rapports, les rendre plus forts et profonds. Le coming out peut permettre de s'intégrer à des espaces communautaires queer, véritable fenêtre vers une représentation, une intégration sociale nourrie d'empathie et affranchie de la peur de ne pas être compris ou comprise. Pas de portrait type ou unique. Et oui. Appartenir à une minorité de genre peut poser différents obstacles. Faire venir des questions et craintes qui restent dans la tête, que l'on se répète. Cet ouvrage souligne ce qui peut peser sur les épaules des personnes trans, spécifiquement du fait de leur identité de genre. Aussi, le tableau peut-il sembler excessivement sombre. Enfin voilà, Cam n'a pas envie. C'est pas grave. Et dans certains cas, il s'agit d'une réalité. Allô ? C'est pas grave, vous m'écoutez. Gardons cependant à l'esprit que toutes les personnes trans n'ont pas la même intégration sociale, le même environnement, et que toutes ne subissent pas la transphobie de la même façon, sur les mêmes points et au même rythme. Il est donc important de garder en tête cette relativité. Les généralités n'ont pas vraiment de pertinence concernant la communauté trans. D'abord parce qu'au sein de cette communauté, les identités de genre sont variées, mais aussi parce que tout le contexte de vie est nécessaire pour avoir un panorama subtil et juste du parcours de vie de la personne concernée. Tout est relatif ou presque. Si l'identité et l'existence des personnes transgenres sont une réalité, les nuances sont nombreuses d'une transidentité à l'autre. Ainsi, les variantes individuelles, culturelles et régionales changent totalement l'intégration des personnes trans dans leur environnement humain, car toutes les cultures n'ont pas la même considération pour les minorités de genre. Toutes ne sont pas construites sur l'affirmation de la binarité, seul modèle de genre visible et affirmé. L'éducation concernant les normes de genre touche absolument toutes les couches sociales, aucune n'y échappe. Penser qu'une classe sociale sera plus spontanément à même de comprendre la transidentité ou d'intégrer plus positivement une personne trans est faux. Ainsi, si les milieux les plus aisés sont largement favorisés pour l'accès à la culture, à l'éducation, au voyage, etc., l'accès à une éducation déconstruite n'en est pas plus facile. L'apprentissage des normes de genre, des stéréotypes est culturellement ancré dans toutes les institutions éducatives dès le plus jeune âge. Au-delà de ces espaces d'apprentissage, le substrat culturel qui nourrit les réflexes éducatifs en France, dans une certaine mesure en Europe occidentale, est le même pour tous. Influence profonde et séculaire des valeurs chrétiennes, transmission de la binarité et des espaces genrés, attitude imposée et attendue à un genre ou l'autre, différenciation figée entre filles et garçons, etc. Tout ce qui est lié à la sphère ludique est également strictement figé et participe à une différenciation fille-garçon. L'éducation forme donc un système sociopolitique de la binarité auquel nous sommes forcément confrontés.
Cependant, l'analyse socio-économique permet d'éclairer les contextes de vie et l'écart des possibilités dans le quotidien des personnes trans. Ainsi, une aisance financière notable permettra de faciliter et d'accélérer les transitions, renouvellement de garde-robe, mais plus encore chirurgie et autres opérations médicales. Les coûts de ces étapes, pourtant importantes, sont très lourds et si les remboursements existent, ils ne sont pas optimaux et assurés pour tous. Par ailleurs, l'accès au marché du travail peut faire l'objet d'écarts importants. Une étude britannique menée en 2018 auprès de 1000 patrons-patronnes de petites et moyennes entreprises par The Independent révèle qu'un tiers du panel ne serait pas prêt à embaucher une personne trans et 47% hésiteraient. Face à cela, la possibilité d'une transition sociale diminuerait le risque de discrimination. Par ailleurs, les écarts sont encore plus marqués entre les personnes trans binaires et non binaires. Au sein de la communauté trans, celles-ci sont notamment plus précaires et subissent une discrimination spécifique. L'NBiphobie, à prononcer N-biphobie, en référence aux initiales NB de non-binaire, non-binarité. L'NBiphobie est sensiblement différente de la transphobie, même si les deux se superposent à plusieurs endroits. Là où une personne transbinaire sera invalidée dans son genre, ramenée à des arguments biologiques, une personne non-binaire devra faire face à une opposition et un manque de compréhension fondamentale quant à son genre. Car si les personnes transbinaires s'inscrivent dans un schéma compréhensible, l'idée de n'être ni un homme ni une femme est autrement plus difficile à concevoir et à intégrer aux réalités culturelles pour les personnes qui ne sont pas concernées. La communauté trans n'est pas homogène. Les personnes trans ne subissent pas les mêmes violences, n'ont pas les mêmes aspirations en général, dans leur parcours trans en particulier. Une personne trans ne peut être réduite à sa seule transidentité, toute omniprésente soit-elle dans son quotidien, dans ses discours. Nous sommes trans mais pas que, nous sommes des personnes. Oui, la prise de conscience, les questions qui l'ont précédée et celles qui ont suivi ont forgé des certitudes, des peurs, une confiance et une fierté dans l'identité d'une personne trans. Oui, la transition est un parcours d'appropriation de son corps, de la redécouverte de celui-ci. Oui, une personne trans l'est tout le temps, elle y échappe rarement. Mais elle est aussi noire, arabe, asiatique, de confessions différentes, elle a ses propres opinions politiques. Elle est le fruit d'une éducation propre et porte des héritages culturels personnels. Il y a dans notre communauté des personnes qui sont aussi victimes de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, de grossophobie, de validisme, de psychophobie. Les identités trans sont des mosaïques de données qui se superposent, sont l'objet de discriminations différentes qui s'additionnent. Les regards ne doivent plus se limiter à la façon de vivre son genre. La prise de conscience de la complexité des identités est un objectif fort du militantisme trans, qui cherche à représenter la diversité des personnes de la communauté. C'est important. Représenter la diversité des personnes de la communauté. Il n'y a pas une seule façon de représenter. À tenir un discours plus inclusif et juste, à créer une convergence de lutte pour faire de la communauté trans un espace sécurisant et bienveillant. Pour les personnes qui ne sont pas concernées, il faut aussi permettre de créer une vision affranchie de la curiosité et des stéréotypes. Important, une vision affranchie de la curiosité et des stéréotypes. Envisager les personnes trans pour ce qu'elles sont, avec leurs passions et leurs projets. Oui, pitié. Parlez aux gens. Alok Vaid Menon, né en 1991, Alok Vaid Menon est une artiste, auteurice et militante indo-américaine. Son travail est largement pluridisciplinaire. Il a pour but autant une pédagogie sur les performances de genre, la visibilité des non-binarités, que des discours body positive et les normes de la blanchité hégémonique. Menon a lancé une collection de vêtements dégenrés en Inde, donné des conférences dans des cadres prestigieux, tels l'université d'Oxford. Ses publications sont principalement poétiques et traitent de sujets autour du genre. Je vous invite d'ailleurs à suivre son compte Insta, que je suis depuis belle lurette, et qui est hyper intéressant. Oh, je fais une petite pause, bien sûr. Petite pause entre deux chapitres. Parce que le prochain va être hyper important, il faudra prendre des notes. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est sur l'importance du vocabulaire et le fait d'avoir les bons mots. Histoire de blesser les gens le moins possible. Et de savoir être inclusif et inclusive.
Mais d'abord, passez-vous un bon dimanche. Oh, excusez-moi, je baille. D'ailleurs, si jamais je fais de la compote, je peux pas noter, c'est pas grave. C'est pas grave, déjà écoutez, c'est déjà fou. Tu notes en compote, dans la compote. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'ailleurs, je vous remets le lien de mon Ko-fi. Si jamais vous voulez aller voir, je présente un peu plus la bibliothèque des invisibles, on parle de plein de trucs. Voilà. Je pose ça là. Mais vous pouvez aussi nous proposer vos idées de livres et vos lectures autour du thème de la bibliothèque des invisibles sur Discord. Voilà. Et parfois, on m'envoie des avis, des choses comme ça, et je les rassemble. Et je fais des petits articles sur Ko-fi où je mets vos avis lecture. Voilà. T'as déjà pensé à inviter des gens? Ben oui, j'y ai déjà pensé. Enfin, quand je fais mes livres sur les lectures, notamment quand je faisais les lectures, c'était des lives où on parlait de nos lectures, n'importe lesquelles, etc. On faisait souvent... J'invitais souvent des gens. J'aime bien faire des tables rondes sur des sujets, etc. etc. Mais là, pour l'instant, j'aime bien l'idée de juste on lit. Et voilà. Mais c'est vrai que doit y avoir des rediffs anciennes des éclectures, de Rosa Rosa Rosa, où on a parlé du corps féminin, où on a fait des tables rondes. J'avais invité une amie qui est costumière pour parler du coup de tout ce qui est corps, etc. Enfin bref. C'était très intéressant et oui, du coup j'ai déjà pensé à inviter des gens. Surtout pour parler de livres, voilà, mais en ce moment je le fais surtout à l'écrit en fait, parce qu'il y a pas mal de personnes dans la bibliothèque des invisibles qui parfois m'envoient des avis lecture en me disant ça rentrerait trop dans la bibliothèque des invisibles, etc. Donc en général je les reprends et je les republie sur Ko-fi. Voilà. Si jamais. C'est vrai que la question aurait dû être si t'avais déjà invité des gens. Non, non, mais t'inquiète. Mais pour la bibliothèque des invisibles, pour l'instant, non. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai, entre guillemets, lancé le concept où on lit des livres comme ça à voix haute, etc. Mais c'est vrai que j'écarte pas l'idée parce que c'est un sujet qui est vaste. Et je trouve que c'est intéressant. Que ce soit sur les sujets ou même sur les livres, d'interagir avec des gens. Parce que la lecture, c'est tellement un truc solitaire, mais en même temps un peu universel, que du coup, c'est trop intéressant d'en parler, en fait. Qu'importe l'avis, en fait. Je trouve que c'est trop chouette d'interagir avec les gens autour d'une lecture, autour d'un sujet, autour de... Voilà. Et prendre appui sur des livres, c'est chouette d'avoir ce fil conducteur-là. Parce qu'il y a tellement plusieurs lectures d'un même livre, plusieurs visions, plusieurs façons de lire aussi. Pareil pour la non-fiction, en fait. Lire de la non-fiction, c'est pas forcément lire de bout en bout le livre, en fait. L'avantage de la non-fiction, c'est qu'on peut piocher le chapitre qui nous intéresse et revenir plus tard sur un autre sujet. Enfin, c'est trop cool. Donc oui, j'aime bien échanger avec les gens là-dessus. Je vais juste fermer la porte, j'arrive. Hop là. Ouais, Mais ouais, c'est trop cool, mais c'est un truc qui demande beaucoup de travail et actuellement j'ai plus le temps de faire des streams où je m'organise pour inviter des gens, etc., etc. Du coup, j'essaie déjà de streamer, ce qui est déjà pas fastoche. Et après on verra, voilà. C'est ce qui est frustrant, c'est que moi j'ai vraiment un emploi du temps merdique pour un taf que j'aime pas spécialement. Mais dont j'ai besoin parce qu'en fait, il me faut bien un salaire, donc c'est très frustrant d'avoir, entre guillemets, l'argent, mais de pas avoir le temps. Voilà. Ouais.
Ouais, c'est la déprime. C'est la déprime ici, mais on essaye de... Hein? On essaye de pas se laisser abattre, d'accord? On a une lampe à lave. Si c'est pas signe... Hein? Qu'on va pas se laisser abattre? Je sais pas ce que c'est. Et une lampe en forme de nuage. Bref. Là, on est paré. Hein. C'est une passade. Oui, en fait, j'accepte que, ben, des fois... Ah, tu fais pas ce que tu veux, en fait. Et que, enfin, c'est pas grave. Rien n'est jamais trop tard, rien n'est jamais machin, enfin, c'est pas grave, quoi. La lampe à lave antidépresseur matériel depuis 1962, je te jure. Ah, elle va commencer à faire des bubules. C'est bientôt le moment. Attendez. Oh, bravo. Bravo à elle. C'est magnifique ce qui se passe. Bravo. Bravo à cette lampe à lave. Purée, ce fond sonore me donne envie de dormir. Ouais, bravo. Oh non, le livre. Et voilà. Et bah écoutez, félicitations, nous avons lu la première partie du livre. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est agréable à partager à l'oral parce que la langue n'est pas prise de tête. On n'est pas obligé de s'arrêter toutes les 30 secondes pour s'interroger sur un concept parce qu'il est quasiment directement expliqué. Ou alors c'est tellement bien vulgarisé qu'en fait on voit pas le... On voit pas le temps passer. C'est pas mal, je trouve. Hop, je vais... tac. Enlever mon petit marqueur parce que c'est fait en fait. Hop. Et il nous restera du coup le chapitre 2 que j'avais très envie de vous faire découvrir. Parce que je me suis dit, quitte à lire en live, autant lire ce chapitre-là, vraiment consacré au fait d'avoir les bons mots. J'étais aussi intéressée par vous faire découvrir celui sur les visibilités et les représentations. Voilà. La culture pop, traitement médiatique, etc. Je trouve ça chouette. Et normalement, j'en avais un autre. Je voulais lire aussi le... J'ai pas mis des... Il m'en manque un. Ah non, c'est bon. Si. Si, le 4. Quel est le chapitre 4? Je l'ai déjà lu. Oui, anatomie de la transphobie. Hop. J'étais en hésitation sur celui-ci parce que je ne voulais pas trigger qui que ce soit. Mais je m'étais dit que décortiquer la transphobie aurait pu être très intéressant. Avant de conclure sur la culture pop. Voilà. Et pour le reste des chapitres, bah voilà, vous pourrez aller découvrir par vous-même. Et je vous invite d'ailleurs à suivre le travail de Lexi, Aggressively Trans, sur Insta. Son travail est toujours très très pertinent et très très compréhensible. C'est extrêmement intéressant à suivre. Et important au demeurant. Donc chapitre 2, avoir les bons mots, l'importance du vocabulaire. Le vocabulaire, une arme de bienveillance ou de violence massive. Et oui, c'est pour ça que je voulais qu'on voit ça en live parce que les mots ont une signification et peuvent être hyper stigmatisants. Et tout comme l'inverse. Donc autant se renseigner sur la bonne façon et les bons termes. Parce que c'est un truc qui me tient à cœur en fait. Utiliser les bons mots au bon moment parce que les mots en fait ils ont un sens et c'est trop important de savoir les utiliser comme il faut. 2 constats sont importants pour engager du bon pied ce partage de réflexion. Premièrement, il n'est pas grave de ne pas être spontanément éduqué et consciente de la réalité quotidienne des personnes transgenres, ou de ne pas savoir ce qu'impliquent les différentes identités que ce terme regroupe. Ne pas être soi-même directement concerné, ou ne pas connaître une personne qui l'est, est sans doute un facteur explicatif de ce manque d'information, à l'échelle individuelle ou à celle plus large des institutions. Il est aujourd'hui terriblement important de créer une nouvelle dynamique.
D'autre part, si ne pas savoir n'est jamais une honte, cela implique nécessairement une longue légitimité à s'exprimer. Il n'y a rien de maîtrisant dans cette affirmation. Une personne qui ne connaît rien en mécanique ne peut simplement pas réparer une voiture. Voilà, quand on sait pas, on se tait en fait, tout simplement. Une personne qui ne parle pas coréen ne peut pas émettre de jugement ou d'analyse pertinente quant à la grammaire ou à la stylistique d'un texte coréen. Il en va de même avec les sujets sociologiques comme les transidentités. On pourrait croire que, par sa nature humaine et mouvante, le sujet de l'intégration des personnes trans dans une société soit intrinsèquement subjectif, et donc discutable. Mais il n'en est rien. Comme pour une langue vivante ou n'importe quel autre domaine impliquant des connaissances spécifiques, parler des transidentités et des vécus trans est une affaire d'éducation et de connaissances acquises, affranchies des préjugés qui sont, ici encore, souvent inévitables. Tout peut s'apprendre. Tout peut s'apprendre. À commencer par le vocabulaire relatif aux personnes, identité et vécu transgenre. Premier élément qui permettra d'adopter une posture respectueuse. Voici comment parler à une personne trans en abandonnant certains termes qui, bien qu'ancrés dans l'usage, ne sont pas du tout pertinents. Le poids émotionnel des mots. Ne pas nommer, c'est ne pas donner d'existence verbale. Et oui. Ça, je l'ai... Bon, alors, rien à voir. Mais je l'ai pas mal étudié dans mes mémoires. Parce que une chose existe qu'à partir du moment où elle est nommée. Moi, c'est dans un contexte de violence. Donc, en fait, voilà. C'était... une violence, elle existe qu'à partir du moment où on la nomme comme telle. Et donc, du coup, dans le cas où il y a deux camps, la personne qui est victime et la personne qui a été violente, la personne qui a été violente ne va pas nommer la violence, comme ça, elle n'existera pas, donc du coup, elle ne pourra pas être justifiée. Et la personne qui est victime, elle nomme les violences. Donc à partir du moment où on nomme quelque chose, ça lui donne une existence. C'est pour ça que c'est important de nommer les choses. Et mal nommer, c'est déformer la réalité. Les mots sont des outils et la capacité à les exploiter idéologiquement n'est plus approuvée. Le vocabulaire change l'opinion, la perception. En politique, l'usage des mots ou leur absence est mûrement pensé, précisément en raison de leur pouvoir. Émotionnellement également, les mots sont des vecteurs puissants et ont un fort impact. Dans les disciplines scientifiques, qu'elles soient dures ou... Oh! Pardon. Ah, les allergies, au secours. Je suis allergique à la mauvaise utilisation du vocabulaire. Ou quoi? La vache. Écoutez, ça va remuer le cerveau. Et boire un petit coup. Ah, je disais donc, dans les disciplines scientifiques, qu'elles soient dures ou humaines, l'apprentissage du sens et de l'usage pertinent du vocabulaire est central. Il détermine l'efficacité et la justesse d'un discours. Et en plus, ce côté... bon, peut-être que ça va en parler après, mais... Ce côté que les mots déterminent l'efficacité d'un discours et l'existence des choses, ça a été pas mal théorisé autour du thème de ce qui... Enfin, on en parle beaucoup d'ailleurs dans le genre, mais de la performativité. C'est-à-dire un discours qui est performatif, c'est à partir du moment où on dit quelque chose, il existe. Par exemple, un juge... avant que la séance s'ouvre, dit « la séance est ouverte ». À partir du moment où il dit ça, la séance est réellement ouverte. Tant qu'il ne l'a pas dit, la séance n'est pas ouverte. Voilà, c'est ça la performativité d'un discours. Et donc, je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais tout ça pour dire que les discours, c'est hyper important. Et ça peut faire avancer les choses autant que les détruire. Donc il faut faire attention aux choses qu'on dit. Les mots ne sont pas immuables, leur sens change. Certains disparaissent d'un usage courant tandis que des néologismes entrent dans notre vocabulaire. L'aspect fluctuant de notre rapport aux mots crée un besoin de précaution et de recul. C'est notamment le cas de mots dont le passif culturel et la réception changent sous l'influence de mouvements sociaux qui en éclairent les racines, particulièrement violentes, discriminantes.
Il est alors spécifiquement important d'appliquer ces précautions pour des minorités, aux situations sociales plus fragiles. Dans le cadre du rapport au genre, le vocabulaire est central. Le français est une langue très genrée et binaire, sans formule neutre applicable aux personnes. Son usage implique un conditionnement et un apprentissage d'une certaine vision du genre. La bonne utilisation du prénom, d'un pronom, est centrale dans l'enfance et se définir dans notre langue filtrée par le genre n'est pas chose aisée. Les mots sont aussi vecteurs de stéréotypes et d'insultes. Autour du genre. Petite pensée aux linguistes qui œuvrent pour la non-stagnation de la langue. Exactement. Très important que la langue ne stagne pas. Car sinon, ça s'appellerait pas une langue vivante. Voyez-vous, si ça stagnait. Ce serait complètement con. C'est particulièrement vrai à propos des mots décrivant les différentes féminités, bimbo, cagole, sainte nitouche. Le vocabulaire définit une inscription dans le genre et des implications qui révèlent la négativité associée à la féminité. Petit encart sur l'héritage des mots. Cette historicité négative du vocabulaire n'est pas strictement réservée aux questions de genre, mais plus largement à des questions sociales. Ce changement de sens et de perception est certainement le plus clair pour tout le vocabulaire relatif aux personnes racisées. Dans les langues européennes pendant la période coloniale, l'usage de termes volontairement racistes fut largement intégré avant d'être remis en question. À juste titre, par les personnes concernées et désormais condamnées, car il témoigne d'une hiérarchisation des identités. En opposition à cette redéfinition de certains termes, un conservatisme verbal existe également. Il est cependant nécessaire d'entendre et d'intégrer cette critique du lexique, souvent le fait de personnes concernées par les discriminations perpétrées. Il s'agit de déconstruire les origines d'un mot. Ces origines peuvent être le fruit et la source d'idéologies oppressives. Conserver l'usage de termes contre l'impact concret, émotionnel de leur verbalisation est souvent la trace claire d'un manque de considération humaine, empathique et de connaissance des dynamiques socio-historiques entre groupes sociologiques. Il est important d'avoir conscience de l'héritage d'un mot pour juger de l'éthique de son usage. Mais il est tout aussi urgent de reconnaître que tous les mots ont un poids émotionnel. Ici encore, il ne s'agit pas d'une caractéristique endémique au sujet que nous abordons ici, mais quand il s'agit de parler, de définir des identités, des individualités, cet impact est décuplé. De fait, découvrir pour soi-même des mots qui définissent pleinement notre identité est souvent une grande libération, qui apporte enfin une validation par le verbe de notre différence, parfois seulement devinée avant cela. A l'inverse, entendre au quotidien un vocabulaire mal employé, volontairement ou non, est une source de détresse, de malheur profond. Nous insistons sur le fait que ces erreurs peuvent être de véritables maladresses, corrigées par l'apprentissage précis du vocabulaire, mais il existe également une volonté active d'employer des termes insultants, véhiculant une image galvaudée et dégradante. Toutes ces raisons sont autant de points qui appuient à quel point... j'ai cru que je m'étais trompée. Toutes ces raisons sont autant de points qui appuient à quel point savoir quels mots définissent quelle identité est centrale pour être un allié bienveillant. Une allié bienveillante. Aux personnes transgenres. Plus largement, s'approprier ces mots, les intégrer à son lexique, c'est aussi se lancer dans une exploration des concepts qu'ils recouvrent et de fait se lancer dans une démarche de réflexion et de déconstruction. Exploration des concepts. Démarche de réflexion et de déconstruction importante pour comprendre des constructions sociales omniprésentes qui font les identités et les préjugés. Cela permet également de mieux comprendre le quotidien des personnes concernées. Cela ne leur retire rien, ne les heurte pas, ne demande rien. Ce n'est pas difficile en soi pour les personnes cisgenres. C'est pas difficile de se renseigner. C'est vrai. Des pronoms personnels genrés. Les pronoms servent à désigner directement un individu. En français, sur les 8 pronoms personnels, 4 sont intrinsèquement genrés. Et franchement, c'est vraiment pas cool. Ça montre à quel point vraiment on a une langue qui est hyper construite pour être binaire. Ce sont les seuls pronoms servant à désigner une tierce personne dans notre langue. Par ailleurs, le français n'intègre pas de forme grammaticale neutre. Tout est genré en français. Tout est un ou une. De fait, notre système linguistique n'offre aucun outil aux personnes transgenres qui sortiraient de cette construction binaire. En anglais, l'emploi du they ou them s'est largement imposé dans les milieux queer. Il n'est pas possible de traduire they et them
de façon pleinement pertinente. En français, en effet, ils sont intrinsèquement utilisés en anglais pour désigner un ensemble ou pour porter une vision affranchie ou indéfinie du genre de ce qui est désigné. À ce titre, ils sont désormais largement employés par des personnes dont l'identité de genre sort de la binarité. La nouvelle édition du dictionnaire américain Merriam-Webster ajoute d'ailleurs à sa définition du mot they, used to refer to a single person whose gender identity is non-binary, utilisé pour définir une personne isolée dont l'identité de genre est non-binaire. Non-binaire devant ici être entendu en son sens premier. En effet, si l'usage de ce pronom est un outil utile dans l'intégration au langage des identités trans, they et them ne peuvent pertinemment pas recouvrir toutes les expériences du genre. Dans les individus sortant du schéma binaire, tous ne sont pas de genre neutre ou sans genre. Cette digression sur la langue anglaise montre la complexité de la question et les manques inhérents. Complexité de la question et manque inhérent à de nombreux systèmes linguistiques. L'existence de cette possibilité de désignation que représentent les mots they et them souligne d'autant plus cruellement le cloisonnement genré du français. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle solution pour y remédier? C'est là où vous sortez vos stylos. Les néopronoms. Il s'agit de pronoms construits récemment au sein des communautés queer francophones par et pour ses membres, pour pallier le vide lexical empêchant l'existence d'une définition adéquate des identités et des individus, et par là même leur intégration sociale pleinement respectueuse de leur identité. Les sources manquent pour avoir un panorama strict de la sociologie de ces pronoms. Néanmoins, un rapport sur la question a été publié en janvier 2017. Après collecte des données chez des personnes trans et ou non-binaires durant l'année 2016. Publiée sur le blog Unique en son genre, cette étude a le mérite d'offrir un premier état des lieux de la question, qui demande encore un champ d'étude accru. Il en ressort que les principaux néopronoms employés aujourd'hui en France sont yel et ses variantes orthographiques, yel, yel, yel. Bon, alors, paraît à noter, coucou NT. Donc yel, vous voulez que je vous le note? Je peux vous le noter. Mais ça, vous le savez déjà sans doute. Là. Yel et variante orthographique. Deux points. Yel. Deux LE. Yel avec un Y. Et yel deux LE. Ainsi que, évidemment, les formes plurielles correspondantes. AL. Oh, attendez. Là, j'aimerais bien... J'ai pas mis le bon. Ah, du coup, ça se met là. C'est embêtant. Ensuite. Est-ce qu'on perd pas, du coup... Est-ce qu'on perd pas la neutralité du pronom, du coup, entre yel et yel? Honnêtement, n'étant pas concernée, je ne sais pas. J'imagine que du coup, c'est peut-être important pour les personnes concernées d'avoir cet éventail. AL du coup, et ses variantes du coup orthographiques, et les variantes du coup, les variantes qui sont du coup AL avec le tréma aussi. Ainsi que les formes plurielles. Ol. Et variante O2LE. OLE. Et bah par exemple, le pronom ol et ul, je les connaissais pas, pour être tout à fait honnête. Et les formes plurielles, et du coup ul et variante ul et le pluriel évidemment. Oui, si ça existe, il y a un point, mais je savais pas qu'il y avait cette orthographe. Moi non plus, enfin je savais pour yel comme ça, mais c'est vrai qu'en soi, pourquoi pas mettre deux LE? Comme c'est le mélange de il et elle, pourquoi on mettrait qu'un seul L? Pourquoi le non-binaire serait forcément avec un seul L comme il? Pourquoi ce serait pas yel deux LE?
en fait? Quelle est la meilleure façon de dégenrer, de décloisonner? On peut également mentionner il. Oh, pardon. Comme ça. Pourquoi cette liste plurielle? On va sûrement avoir la réponse. L'envie d'appeler le labo de sociaux de la fac. Mais oui, j'adore. J'aime trop m'interroger. On a envie de creuser tous les sujets après. Pourquoi cette liste plurielle? Parce que le choix du néopronom utilisé par une personne en majorité non binaire est individuel, voilà. C'est pour que chacune puisse choisir son pronom. Il peut être motivé par un sens perçu d'un pronom spécifique plutôt que d'un autre. La liste dressée ici n'est donc pas exhaustive. Il est important de garder en tête le facteur d'invention individuelle, qui fait que bien d'autres pronoms existent et sont utilisés. En effet, l'usage de ces néopronoms n'est absolument pas théorisé et intégré dans les instances de contrôle de la langue française, dictionnaire, normes linguistiques universitaires, Académie française. Il relève de la situation intracommunautaire pour l'instant. Ces pronoms se rattachent en partie à ceux des genres binaires, il et elle. On peut y voir une facilité, celle de reprendre des structures lexicales déjà intégrées et permettant un référent qui rend le néopronom compréhensible de façon assez spontanée. La reprise des références binaires permet aussi de créer des pronoms culturellement ancrés mais s'affranchissant des anciennes bornes en plaçant de nouvelles sur le spectre du genre. Les néopronoms permettent donc d'inclure dans notre langue des identités socialement invisibles. Il est cependant important d'apporter une nuance. Les néopronoms ne doivent pas être lus comme des constructions en creux et basées sur la binarité. Voilà. Ne doivent pas être lus comme des constructions en creux et basées sur la binarité. Ça répond à notre question. Ça ne doit pas être lu comme quelque chose qui repose sur une binarité. Si la référence permet une clarté d'usage, elle ne signifie pas que les identités non binaires ne sont que des exceptions qui dépendent de la binarité. Il s'agit bien d'identités pleines et entières, légitimes pour elles-mêmes. Voilà. C'est juste pour une question de clarté qu'on utilise cela. La réception de ces néopronoms n'est pas sans heurts. Moqueries et critiques dénotent une difficulté assez globale à faire évoluer notre langue, qu'il s'agisse de minorités ou pas. Des formations d'usage, voilà. Un vocabulaire qui peine à évoluer. Si deux nouveaux mots, sont constamment intégrés à notre lexique, notamment des anglicismes, des résistances s'observent souvent quand il s'agit de mots qui sont issus d'une volonté sociale militante. Ces réflexes réactionnaires font appel à la beauté ou à la laideur supposée des néologismes, au respect supposé d'une tradition. Plus largement, si les oppositions s'emploient à tourner en ridicule ces évolutions linguistiques, c'est en fait révélateur de la perception violente qu'elles ont des identités désignées par ces pronoms. Les néopronoms ne sont pas un cas unique. L'écriture inclusive est elle aussi sous le feu des attaques. Son but est aussi de créer une égalité de genre binaire dans le langage, écrit par une révision dans la norme graphique des accords de genre et de nombre pour y faire apparaître côte à côte les mentions du féminin et du masculin. La récente résurgence des noms d'activités au féminin a également été largement moquée, alors que la plupart, comme les termes peintresse ou autrice, étaient largement utilisés sous l'Ancien Régime. En 1611, le terme autrice a sa propre entrée dans le dictionnaire et est d'usage courant dans les registres institutionnels. La lente normalisation centralisée et masculine de la langue française, sous les efforts de Richelieu au XVIIe siècle et des linguistes des Lumières au XVIIIe, en fait des termes désuets, oubliés. Ils n'ont pourtant rien de néologisme, mais sont tout aussi décriés, notamment sous l'accusation de laideur supposée des termes et d'inutilité de ces mots. Cela montre clairement une mémoire sélective quant au vocabulaire, mais surtout une opposition politique aux évolutions liées à la langue reflétant des dynamiques hostiles à une visibilité accrue des femmes ou une expression des minorités de genre, évidemment. Si vous voulez vous rendre compte, si vous avez jamais lu de livre en écriture inclusive, en tout cas en français, parce qu'en anglais, ça a ce côté plus simple, hein, le livre l'évoque avant, du they et them, qui rend
ceux-là peut-être plus simples à l'œil. Si vous voulez lire un livre en écriture inclusive, je vous conseille Psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers qui met en scène un personnage non-binaire. Voilà, j'en ai déjà parlé beaucoup, alors je ne vais pas m'étendre sur ce livre, mais vraiment je vous le conseille déjà parce que c'est une super histoire qui pose plein de questions philosophiques et autres sur l'humanité, et qui est un livre de post-apo mais positive. C'est du solar punk, on appelle ça. La SF positive. Je vais vous mettre le lien. Et c'est en 2 tomes, c'est très court. J'en avais lu le début et vous aviez bien aimé. Donc si jamais, c'est aux éditions La Talente. Je vous envoie le lien si vous voulez en apprendre plus. Voilà. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est pas du tout désagréable ou un effort de lire en écriture inclusive. Voilà. Que ce sont des faux problèmes. Les néo-articles. D'autres propositions linguistiques accompagnent par ailleurs les néopronoms. Ainsi, le néo-article LAE et ses formes plurielles LAE permettent de compléter cette inclusivité à d'autres identités de genre du français. On pourra ainsi définir une personne non-binaire comme l'AE personne rencontrée et la semaine dernière. Mais cet article, l'AE, peut être aussi utilisé pour définir n'importe quelle personne dont le genre n'a pas été précisé. J'ai rendez-vous avec l'AE podologue demain. Ces solutions utiles à de nombreuses personnes transgenres ont néanmoins une limite dans les accords grammaticaux. Il n'existe actuellement pas de propositions largement reprises pour créer des accords de genre qui ne soient ni féminins ni masculins. La pratique majoritaire pour les personnes concernées est donc d'utiliser un néopronom accompagné soit des accords féminins, soit des accords masculins. Il faut y voir les contraintes liées à une histoire linguistique ancrée dans la binarité, comme on l'a vu dans l'encadré plus haut. Et j'ai mon chat qui gratte à la porte. Pas du tout. Le courant d'air devait faire bouger la porte. Et bah tout va bien. Une étape importante de la transition. Comme de par hasard. Tiens. Pour de très nombreuses personnes transgenres, le changement de pronom est une étape importante de la transition sociale vers un genre qui est pleinement le leur. C'est pour ça que cette petite table des pronoms là, c'est bien. Mais surtout, le plus important, je pense, c'est de demander aux personnes concernées quels pronoms elles veulent utiliser en fait. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Finalement, le dialogue. Donc j'en étais où? C'est une étape importante de la transition sociale vers un genre qui est pleinement le leur, et non celui qui leur a été assigné à la naissance. Pourtant, certaines personnes non concernées n'utilisent pas les bons pronoms existants ou refusent d'appeler par le prénom de leur choix les personnes trans quand celles-ci en changent. Ce refus est un acte de négation de l'identité d'autrui. Un acte basé sur, elle dit beaucoup basé sur, une idée, une interprétation personnelle sans tenir compte du besoin, du vécu, du bien-être et du respect de l'intégrité de la personne en face. Ce rejet est malheureusement une composante trop souvent présente dans le quotidien des personnes trans, créant leur isolement et une grande détresse mentale. Selon un rapport de la Commission de la santé mentale du Canada, daté de 2018, une personne trans sur 3 a fait au cours de l'année 2014 en moyenne une tentative de suicide après son coming out. Les personnes trans sont, en moyenne, 2 fois plus sujettes aux pensées suicidaires et ou font des tentatives de suicide que les autres membres de la communauté LGBTQIA+. Des études sur la question ont été menées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse et en Inde notamment. La France est très en retard dans les études de suivi permettant une mise en lumière des spécificités sociologiques des personnes trans et d'amener des solutions aux soucis rencontrés. Cela révèle le manque de considération sociale et les violences subies par les personnes transgenres au quotidien. Refuser l'emploi des termes créant une intégration sociale épanouissante participe pleinement à ces violences. Souvent, c'est l'habitude verbale qui rend difficile le changement de pronom dans la pratique orale.
Si le nombre d'années à employer un mot explique effectivement cette difficulté, et si cette difficulté est réelle, il est important de la contrecarrer, en verbalisant par exemple la conscience de son erreur et en reprenant régulièrement le mauvais usage des pronoms. En somme, il faut créer de nouvelles habitudes autour d'une erreur pour parvenir à la faire disparaître. Lexi, elle, chi. Sur les réseaux sociaux, dans les communautés militantes trans principalement, l'habitude s'est développée de faire apparaître après son prénom les pronoms que l'on utilise. Il s'agit d'informer sur la façon de s'adresser à une personne en montrant spécifiquement que la façon de genrer une personne ne dépend pas de l'apparence ou du genre que l'on va percevoir d'après les codes majoritaires. Un réflexe qui permet d'éviter ainsi de mégenrer tout en se détachant des automatismes de genre d'après des codes cisnormés. Il est important que les personnes cisgenres elles aussi prennent ce réflexe, car ces normes de genre, si elles peuvent leur correspondre, ne doivent plus être présentées comme universelles par défaut. Le genre est partout et concerne tout le monde. Revoir notre attitude pour plus de fluidité et de liberté dans ces expressions est utile, que l'on soit trans ou cis. Hop là. Comme je suis pas en train de jouer à un jeu, vraiment quand je bois, ça fait un blanc. Comme le prof en cours magistral quand il quand tu vas boire un petit coup, quoi. 2. Une question de respect et de considération. Pour beaucoup de sujets abordés dans cet ouvrage, il sera question de cet équilibre des dynamiques. Pour bien comprendre, souvenez-vous que si vous n'êtes pas trans, vous ne souffrez pas de transphobie, mais vous pouvez facilement faire souffrir. Le quotidien ou l'identité d'une personne transgenre n'ont dans les faits aucune conséquence sur vous. Utiliser un vocabulaire choisi et bannir de son lexique d'autres termes est une affaire de compassion et de volonté d'accorder du respect à une personne vivant une identité souvent invisible et discriminée. Le vocabulaire est vecteur de respect et de considération. C'est là quelque chose qui est appris dans l'enfance. Par pitié, faites l'effort. Y accorder un soin et une attention égaux pour toutes les identités doit être une constante dans notre société. Quand il s'agit de parler de cette nécessité de créer un espace bienveillant, conscient et sécurisant pour les personnes trans via le vocabulaire employé pour les définir, 2 réponses sont relativement régulièrement opposées. Je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord. Bon, déjà, il n'y a pas à pas être d'accord, hein, c'est-à-dire que... Le premier argument est évidemment recevable, et le manque de sources rapidement accessibles et d'éducation l'explique. Mais ne pas savoir ou ne pas comprendre n'est jamais un frein spontané et absolu. On n'a pas besoin de comprendre quelque chose pour donner instinctivement du respect et de l'estime à l'expérience de vie d'autrui. Quant au second argument, il semble que les avis personnels d'individus ne vivant pas une identité sont forcément moins pertinents et moins valables. Ils ne peuvent et ne doivent pas servir de fait objectif, surtout dans des contextes de pouvoir, administration, politique, éducation, etc. Le lexique a un sens précis. Il est vain de nier purement et simplement le sens d'un mot, et ce, malgré la nature changeante inhérente au vocabulaire. Les mots interdits. Interdit. 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 La lecture du mot interdit pourra pouvoir... Verboten. La lecture du terme interdit pourra froisser certaines lectrices. Ce titre est volontairement provocateur et ferme. Il s'agit ici de détailler et d'analyser des expressions et mots dont l'usage reflète une transphobie intégrée. Et vraiment, on n'a pas envie d'être transphobe en fait. Donc là, on est attentif et attentif. Un sens qui n'est pas pertinent ou n'est pas juste, ou est simplement inutile. Il n'est pas vraiment de débat, de débat à avoir quant à la possibilité d'utiliser ces termes. Juste, don't. Et la force de l'habitude qui accompagne certains de ces mots très ancrés dans les usages n'est pas une raison de continuer à les utiliser alors même que leur sens est galvaudé et violent à entendre pour les personnes qu'ils désignent. Violent. Listons donc, de façon claire et didactique, les mots à bannir. Je pense que si vous êtes là, vous les avez déjà bannis. Mais en vrai, peut toujours être utile un petit rappel. Concernant les personnes trans, plus largement les transidentités. Quand on est soi-même cisgenre, transsexuel, travesti, travelo et hermaphrodite, 3 termes au croisement
du manque de pertinence et d'une histoire de violence. Longtemps, ils ont marqué une volonté active d'isoler les personnes trans et intersexes pour les stigmatiser. C'est à ce titre que leur usage devra être évité. Transsexuel. Ce terme, pourtant relativement familier, est à prohiber. Pour plusieurs raisons. Ces usages les plus anciens sont liés aux premières théorisations des transidentités ainsi qu'aux premières recherches en Europe sur les chirurgies dans le cadre de transition. C'est dans les travaux du sexologue et chirurgien Magnus Hirschfeld que le terme est mis à l'écrit en allemand en 1923. Hirschfeld est célébré pour avoir été le premier à mener des vaginoplasties et réussi en Europe, notamment sur Lily Elbe. J'allais vous dire, le film Danish Girl, c'est sur Lily Elbe, représenté au cinéma dans le film Danish Girl. Dans les années 50 et 60, c'est aussi ce terme qui est employé dans la médecine et dans les théories pathologisantes. Des identités transgenres en raison de l'association du terme à une maladie mentale. La communauté trans en France rejette aujourd'hui très largement ce sens. Et oui. On veut pas de termes pathologisants. Une autre raison est l'ensemble de stigmates, préjugés et stéréotypes accolés aux personnes transgenres par ce mot, tels une hypersexualité supposée, la fétichisation, l'instabilité psychologique, etc. Enfin, le terme manque de pertinence puisque sur le plan strictement médical, il définit une personne ayant effectué une opération génitale. De nombreuses personnes transgenres ne le font pas et ne souhaitent pas le faire. La spécificité identitaire des personnes trans est de vivre un genre différent de celui qui leur est assigné à la naissance. Il s'agit d'une question de genre, pas de sexe. Et oui. À noter que certaines personnes trans décident volontairement de se définir comme transsexuelles. Il s'agit ici du fruit d'une réflexion personnelle sur sa propre identité. Un débat communautaire sur la question de la réappropriation du terme pourrait avoir sa pertinence. Mais il est important qu'une personne cisgenre se souvienne du passif qui a été imposé par ce terme afin qu'elle-même ne l'utilise pas. Travesti ou travelot. Si le terme travesti a été le premier utilisé pour désigner des minorités de genre, il apparaît aujourd'hui totalement désuet. Le travestissement est le fait de s'approprier des vêtements et des attitudes associées à un autre genre que le sien. Il peut être une pratique intime et quotidienne ou liée à un spectacle. Il est absolument légitime en soi. Les personnes transgenres changent effectivement souvent de garde-robe avec leur transition, mais il s'agit pour elles de s'approprier des vêtements qui correspondent justement à leur genre. La confusion entre les deux concepts est courante, mais tend à nier le fait que les personnes trans vivent une identité de genre minoritaire et que les personnes travesties pratiquent le travestissement indépendamment de leur identité. Est-ce que c'est clair ? Les personnes travesties pratiquent le travestissement indépendamment de leur identité. Ça n'a rien à voir avec le vécu d'une personne transgenre. Et enfin, le terme travelot est une transformation péjorative du mot travesti. Il est souvent utilisé pour insulter les personnes transgenres comme les personnes pratiquant le travestissement, sans vraie distinction de concept, basée sur une perception négative des expressions de genre sortant d'un cadre normé. Hermaphrodite. Ce terme, dont les origines sont liées à la mythologie gréco-latine, a longtemps été utilisé pour définir les personnes intersexes, mais aussi parfois les personnes transgenres dyadiques, voire lexiques. Où est le lexique ? Ça va être raté. Ça va être raté. Personne dyadique. Une personne dyadique est une personne dont l'alignement chromosome, taux hormonaux, organes génitaux, autres facteurs sexuels secondaires est considéré comme adéquat ou normal, dans une perspective qui fait du genre une donnée appuyée confirmée par une biologie de type précis. Une personne dyadique est l'opposé d'une personne intersexe. Je ne connaissais pas ce mot. Dyadique. Attendez, je vais noter. Hop là.
Personne diadique. J'aime bien les mots avec un Y. Je trouve qu'il est joli écrit ce mot. Ah! J'appuie sur toutes les touches, tout va bien. Personne dont l'alignement chromosome taux hormonaux organes génitaux autres facteurs sexuels secondaires est considéré comme adéquate. Ou normal. Tac. Une personne diadique. Une personne. Non. Une personne. Et, entre guillemets, l'opposé d'une personne intersexe. Voilà. Hop. Mais aussi parfois les transgenres diadiques du coup. Dans une grande confusion entre l'expression de genre androgyne, une biologie fantasmée et un manque de connaissances sur le corps et les identités, le terme hermaphrodite était très employé durant le 19e siècle. Tac. Et accompagné des volontés de théorisation des identités et des corporalités alors perçues comme des désordres sexuels. Ou des pathologies, encore une fois. Le terme est lourdement concentré sur une vision fétichiste. Mais aussi une volonté de cerner et deviner les organes génitaux d'un individu, alors même que les personnes intersexes vivent des situations biologiques beaucoup plus variées et parfois totalement indépendantes de leur sexe. Que ce soit donc pour parler d'LE ou de personnes diadiques, le terme est à la fois intrusif, offensant et sans pertinence. Notons que le terme intersexe est lui-même largement débattu et discuté au sein de cette communauté pour son insistance sur les organes génitaux, alors que l'intersexuation concerne de nombreuses autres spécificités biologiques. Le terme hermaphrodite est aujourd'hui largement condamné et considéré comme désuet, même s'il existe des réflexions quant à la visibilité qu'il donne pour l'existence des personnes intersexes au fil des siècles. Il s'agit d'une discussion intracommunautaire qui ne doit pas légitimer un usage du terme par les personnes diadiques. Hermaphrodite, j'ai une tête de gastéropode. J'ai un gros sac à dos, mais faut pas forcer. C'est ça. N'utilisez pas ce terme. Des expressions galvaudées et faussement tolérantes. Des expressions souvent entendues pour désigner les transidentités semblent acceptables, voire positives, dans un inconscient collectif. Pourtant, elles ne sont pas acceptables. Elles semblent un peu plus subtiles au premier abord, mais l'écart entre le sens de ces expressions, sous couvert de faciliter la compréhension du sujet par les personnes cisgenres, et la réalité que vivent les personnes trans suffit à les rendre hors d'usage pour qui souhaite respecter ces dernières. Homme devenu femme ou femme devenue homme. Ces expressions sont certainement parmi les plus courantes quand il s'agit de parler d'une personne trans, en particulier pour définir son parcours et son identité. La formulation rend compte de l'idée de transition, de changement et s'appuie sur les mentions de genre. Elle semble facile d'accès, claire et juste. Il faut pourtant se défaire de l'idée qu'une personne trans change entièrement de genre. La vérité est plus subtile. En effet,
On prend conscience de sa transidentité à un moment donné, et ce moment varie selon les personnes. De fait, il s'agit plutôt de réaliser quelque chose qui a toujours existé, mais qui était caché. Les transitions sociales et médicales amènent, elles aussi, des changements, mais qui révèlent de la perception physique du genre, d'une lecture sociale, et non de l'identité fondamentale. Cette expression pourrait être juste si l'on parlait de genres sociaux. En l'état, elle tend à donner une image faussée des transidentités et appuie un genre qui nous avait été donné, mais qui ne nous correspond pas, et est souvent pénible à vivre. En gros, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Demandez aux personnes concernées, finalement. Ne faites pas de suppositions bizarres sur leur parcours. Demandez-leur juste leur pronom. Vrai homme, vraie femme. Ces deux expressions s'entendent, non pas pour définir des personnes transgenres, mais des personnes cisgenres. Ici, on découvre en sous-texte une conception extrêmement violente qui hiérarchise les identités. Les personnes cisgenres, parce qu'elles correspondent à un genre qui leur a été assigné selon des critères biologiques, sont considérées comme plus légitimes et vraies dans leur genre, parce que leur corps correspond à un standard et que les normes de genre spécifiques leur ont été transmises dès la petite enfance. En creux, les personnes trans sortent de ce standard et de cet état de nature considéré comme vérité fixe. L'apprentissage et l'assimilation à des normes de genre différentes qui font partie de leur quotidien social ne sont pas prises en compte. Femme ou homme biologique. Cette expression est un non-sens. Ah bah j'aurais pu aller tout droit. J'ai cru que c'était pas tout à fait en face. Elle sous-entend que les personnes trans ne sont pas biologiques. Stricto sensu, tout le monde est biologique. Et une transition ne nous transforme pas en personne bionique. Plus sérieusement, l'expression traduit la conception dominante qui superpose le genre et le sexe et systémise les identités. Dès la naissance, elle ramène le genre à des données multiples, comme les chromosomes, les hormones, la pilosité et d'autres caractères sexuels secondaires. Cette conception ignore de nombreuses réalités scientifiques. Celle-ci donne une image fausse et limitée de la biologie et crée un étrange flou quand on prend le temps de l'analyser. Une personne qui n'est pas biologique, qu'est-elle ? L'expression sous-entend en fait une idée de bonne biologie, sous-entendu cisnormée, contre celle qui serait déformée et dénaturée, à savoir celle des personnes trans. Personne qui se sent femme ou homme. Cette expression subjective sous-entend que la construction de l'argument est simple. Face à des personnes dont le genre serait dicté par la nature et la biologie, les personnes transgenres, elles, écouteraient une sorte d'instinct, dicté par des dérives sociétales, des caprices. Elles créent donc une opposition entre genre réel et genre d'un sentiment. On en revient à l'habituelle dichotomie nature-culture. Au centre des perceptions faussées sur les minorités de genre. Dans les faits, le sentiment du genre est une conclusion. On est d'un genre, on se sent de ce genre. Cette vision prend très peu en compte la dimension construite du genre et les multiples dépendances à un contexte culturel. Il s'agit d'une essentialisation. En définitive, une personne trans se sent effectivement d'un genre donné parce qu'elle est du dit genre, et c'est cela qu'il vaut mieux verbaliser. Un homme trans est un homme. Et cette phrase-là, d'ailleurs, on l'entend régulièrement pour quand des enfants se posent des questions. Plutôt que d'expliquer... voilà, c'est souvent, je trouve en tout cas, ce genre de phrase qui est utilisée pour quand un enfant se demande ce qu'est la transidentité. On va lui dire que « Ah bah cette personne, elle se sent nanani ou nanana ». Ce qui fait que du coup ce paragraphe est très intéressant. Troisième sexe. Le terme a été utilisé dans des contextes et avec des sens très variés. Il arrive qu'ils définissent les personnes trans dans un ensemble, mais cela crée alors une division entre hommes cisgenres, femmes cisgenres et personnes trans. Ce terme nie le genre même des personnes trans en réduisant leur identité au sexe, ce qui n'est absolument pas pertinent. Rappelons-le, le terme sexe se rapporte uniquement aux organes génitaux. Le genre est un concept identitaire différent du sexe, et les deux ne sont pas superposés. La transidentité est une affaire de rapport au genre, pas au sexe. Je le ressouligne. L'expression rappelle simplement la fascination malsaine, oui, pour le sexe des personnes transgenres. L'idée de parler d'un troisième genre
serait également abusive, car dans la communauté trans, les individus ont des genres différents. Elle intègre des hommes et des femmes qui, de fait, ont le même genre que des personnes cisgenres. Le troisième genre pourrait à la rigueur définir des personnes non-binaires, mais ne donnerait qu'une vision limitée de leur pluralité. Concernant les personnes intersexes, le terme limite les intersexuations aux facteurs génitaux, ce qui n'est pas pleinement pertinent. Toutes ces expressions sont donc des contresens, et leur usage ne doit pas être encouragé. Des sujets de conversation sensibles. Vous vous dites certainement que tout cela fait déjà beaucoup de recommandations, de mots à éviter, de dynamiques sociales plus ou moins complexes. Eh bien, ce n'est pas encore fini. En effet, certains sujets de conversation sont parfois sensibles à aborder et peuvent être difficiles à subir pour différentes raisons. Ils sont trop intimes et liés à des blocages personnels. Ils invoquent des souvenirs, des traumatismes ou des blessures sociales. Ils ajoutent une charge mentale. Il est important, quand une personne cisgenre rencontre une personne trans et qu'une sociabilisation s'engage, que sa potentielle curiosité ne prenne pas les devants. Elle fait de la personne trans une sorte de référence pédagogique ayant forcément toutes les réponses et l'envie ou le devoir de répondre. Cette pression à la pédagogie est une véritable charge mentale qui pèse sur de nombreuses personnes trans et rend le fait de se présenter, la perspective de sociabiliser et même l'engagement dans l'espace public effrayant voire angoissant. On lit en filigrane aussi une dynamique souvent inconsciente de la norme à la minorité, qui instaure de force un devoir de pédagogie et de justification au titre d'une différence. Un réflexe qui traduit clairement une conception hiérarchique des identités, estimant qu'une sortie de route de la norme majoritaire, cisgenre, hétérosexuelle, blanche, valide, doit être expliquée pour être plus acceptable, perçue comme moins menaçante. Une intégration sociale dans cette majorité passe souvent pour une soumission à la curiosité de celle-ci. À cette dynamique sociale, plusieurs sujets de conversation sont liés, dont le principal est certainement le corps trans. Le corps trans, donc, dès que l'on mentionne la transidentité d'une personne, une véritable obsession pour son corps apparaît, nourrie par un imaginaire collectif qui a tendance à l'hypersexualiser. Le corps des femmes trans, principalement, nourrissent les fantasmes d'hyperféminité, attendus et présupposés, et représentent une transgression de l'hétérosexualité, une nouveauté, une curiosité exotique. Un autre mot qui ne devrait jamais être employé pour définir une personne et qui l'est pourtant trop couramment, notamment envers les personnes racisées. Cette hypersexualité est majorée par l'association presque systémique des personnes trans au travail du sexe, une association née de la forte précarité de nombreuses personnes trans et de leur manque d'inclusion dans les circuits professionnels déjà évoqués. Plus largement, l'obsession pour les corps est directement issue d'une vision des personnes trans comme des entre-deux, des décalages avec une norme. Breaking news! Parler à une personne que l'on ne connaît pas forcément très bien de son corps, dans ses détails les plus intimes, n'est ni la chose la plus délicate ni la plus saine. Et le sujet est généralement assez peu abordé de façon subtile. Il n'est pas rare, par exemple, que les questions anatomiques soient les premières dans les discussions virtuelles sur des applications de rencontres ou les réseaux sociaux. Alors, t'es opéré, mais du coup, t'as quoi entre les jambes? Et t'as des seins quand même? Alors que la sociabilisation entre les deux personnes a été peu développée. Le relatif anonymat et le manque de proximité semblent faciliter davantage l'intrusion dans l'intimité des personnes trans. Le compte Instagram ptransvs Grindr partage de nombreux exemples du genre. Un exemple parlant étant la question « Es-tu un ou une vraie trans ?» qui dénote un sentiment de certitude de la part de la personne qui pourtant ne connaissent rien de ce qui devrait être la transidentité, soit une vision qui nous est imposée sans prendre en compte nos narrations de vie et qui revient à une place déterminante du facteur génital. C'est-à-dire que ça ne vous regarde pas. En plus, qui demande ça? C'est là, tu discutes tranquille. Réfléchissez en fait. La sexualité des personnes trans est une autre obsession trop souvent transformée en sujet de conversation se voulant légère et sympathique. Précisons encore, car cela est manifestement nécessaire, qu'aborder le sujet de but en blanc avec un ou une inconnue est un brin gênant. Non pas que le sexe soit un sujet tabou en soi, il est nécessaire d'enlever les stigmates trop présents, mais il s'agit néanmoins d'avoir conscience des bons contextes pour l'aborder de façon bienveillante.
Les applications de rencontres et les réseaux sociaux constituent ainsi des espaces facilitant la liberté de propos et donc d'intrusion dans des domaines socialement considérés comme impropres à une conversation publique. Ainsi, la sexualité y est souvent librement abordée de manière générale, et dans le cadre d'échanges entre personnes cisgenres, la discussion se centrera sur la question des préférences sexuelles et de la possibilité d'une relation. C'est le cas aussi des sujets abordés avec les personnes transgenres, mais s'y ajoute une grande confusion quant aux pratiques sexuelles des personnes trans. Le manque d'éducation concernant nos identités et nos parcours de transition entraîne en effet un flou nourri de fantasmes sur nos anatomies et les pratiques accessibles, ainsi que des questions sur nos facultés biologiques. J'ai ainsi le souvenir vif d'avoir un jour reçu un message me demandant « Mais du coup, par quel orifice tu évacues tes selles ?» Comme si, en étant trans, mon organisme était modifié au point de rendre incompréhensibles les fonctions biologiques les plus élémentaires. Fétichisation, curiosité sexuelle, fascination abusive pour la différence, une véritable mentalité de chasseur existe bel et bien et libère la parole sans respect pour l'individualité. Ce processus déshumanisant n'est pas exclusivement vécu par les minorités de genre, mais également par les personnes racisées ou les personnes grosses notamment. A l'inverse, cette déshumanisation passe également par un refus d'accorder à certaines personnes une possibilité de sexualité du fait d'une différence identitaire. La question des préférences génitales et de leur légitimité est ainsi très présente dans les sphères militantes. Je ne compte plus les messages insultants affirmant que personne ne veut d'une trans, que j'ai pu recevoir, y compris dans des contextes totalement dénués d'ambiguïté romantique ou sexuelle. Cette affirmation, ferme et violente, de notre rejet est par ailleurs en contradiction apparente avec une autre tendance liée à la curiosité génitale et à l'hypersexualisation des personnes trans. Les discussions sur YouTube ou sur TikTok entre personnes cisgenres qui explorent les comptes de personnes queer en cherchant à deviner leur genre, bien souvent avec, dans la foulée, un grand renfort de questions demandant « Toi, tu pourrais coucher avec un ou une trans ?» Ouais, la honte, hein, ce genre de vidéo. Il est important d'avoir conscience que la sexualité est... Enfin, c'est trop grave. Enfin, bref. Il est important d'avoir conscience que la sexualité est, pour certaines personnes trans, un monde de blocage et de douleur. Les personnes trans peuvent avoir un rapport à leur corps difficile, être profondément traumatisées, dégoûtées, avoir un désintérêt total pour leurs organes génitaux qui rendent impossible toute perspective d'épanouissement sexuel, ou des possibilités d'épanouissement qui ne prennent pas en compte certaines parties de leur corps. Les questions étant principalement portées sur ceux-ci et leur potentiel usage, imposer ce sujet, être inquisitorice à ce propos peut blesser de façon durable. Je regarde où on en est. Ah, parfait. Pile à l'heure quasiment. Les rapports familiaux. D'autres sujets doivent être évités dans certains contextes sociaux pour différentes raisons. Ainsi, les rapports familiaux peuvent être particulièrement douloureux à aborder. Les personnes trans, surtout les plus jeunes, dépendent encore matériellement et émotionnellement du foyer familial, sont dramatiquement exposées à une précarité précoce, à des violences émotionnelles, voire physiques. Plusieurs études l'ont mis en lumière, notamment un colloque international organisé en Suisse en 2013, le droit de l'enfant et de l'adolescent à son orientation sexuelle et à son identité de genre. Dans son rapport au Conseil de l'Europe à la suite de ce colloque, Eric Schneider, psychothérapeute, rapporte: lorsqu'un enfant annonce à ses parents qu'il souhaite faire une transition, il est au courant que ceux-ci réagissent par le rejet, le refus de la transition ainsi que par la violence émotionnelle et ou physique. Des réactions similaires de la part des autres membres de la famille, y compris de la violence sexuelle, sont décrites. De nombreux rapports ont été publiés en Europe à la suite du dit colloque, en Suisse, au Luxembourg ou en Italie. Dans Sociologie de la transphobie, Arnaud Alessandrin et Karine Espinera mènent une étude nourrie sur le sujet. Selon leur étude, 85% des personnes transgenres seront agressées au moins une fois dans leur vie, le milieu familial entrant en ligne directe du contexte pour celle-ci. Le suicide tragique et largement médiatisé de Lila Alcorn dans l'Ohio en 2014 a mis en lumière le rejet des jeunes transgenres par leur propre famille. Après avoir fait son coming out à ses proches, Lila a été placée auprès de thérapeutes, entre guillemets, chrétiens, pour être guérie, entre guillemets, avant d'être rejetée par ses parents devant le constat d'échec de cette tentative violente de changer l'identité de leur fille. Lila s'est suicidée en se jetant sur les roues d'un camion, ne supportant pas ce refus d'être acceptée pour qui elle était vraiment. S'il existe heureusement de nombreuses personnes trans ayant un rapport apaisé et bienveillant à leur famille, cela ne se devine pas de l'extérieur. La possibilité d'éveiller des souvenirs profondément traumatisants doit donc être évitée, ce qui peut l'être facilement. Le coming out. Outre les sujets de conversation, c'est aussi
et parfois surtout, la façon de présenter le coming out et d'en parler qui compte et change beaucoup dans la réception du propos. Il est récurrent que le passé pré-coming out transition des personnes trans soit discuté. Ici encore, une vraie curiosité existe pour cette période. Parfois, elle est considérée comme plus authentique. Parfois, il s'agit d'une fascination plus ou moins consciente pour cet avant qui n'a pas été vu ou connu. Ramener à ces moments des personnes ayant lutté pour changer, pour s'épanouir en étant pleinement elles-mêmes, peut manquer de tact et faire jaillir des souvenirs difficiles. Cependant, quand le sujet est abordé, quand il ne pose pas fondamentalement de soucis, il est très important de faire attention à la façon dont il est discuté. Même si la personne concernée a changé de prénom, il est important de continuer à utiliser celui qui est le bon, et pas celui qui a été attribué à la naissance. De même pour le pronom. Ainsi, si vous parlez d'une femme trans pendant sa petite enfance, continuez d'en parler au féminin. Certaines personnes transgenres seront peut-être à l'aise avec le fait d'utiliser un pronom rappelant le genre dans lequel elles ont été socialement intégrées, mais mieux vaut partir du principe que cela peut être blessant, quitte à changer et à adapter votre propos selon les informations que vous apprenez au fil des discussions. Les sujets que nous avons abordés ici sont parmi les plus sensibles. Nous aurions pu en mentionner d'autres. Le plus important est de bien intégrer que parler à une personne trans nécessite souvent de prendre des précautions. Il s'agit de garder un sens aigu de l'empathie, une écoute attentive et d'accepter la remise en question de vos propos. Ne pas remettre en question les conséquences de ceux-ci tant dans le choix du vocabulaire que dans celui des sujets de conversation. Bien évidemment, il n'est pas formellement interdit de parler des points mentionnés ci-dessus, vous l'aurez compris, il s'agit surtout d'une question de contexte. Mais ne les abordez pas spontanément, sans connaître le rapport de la personne à ceux-ci. Ne les abordez pas en public, où ils exposent potentiellement la personne transgenre à des remarques, et la out, de l'anglais out, dénoncée publiquement. Automatiquement, quand celle-ci ne le souhaite pas. Dans le même ordre d'idées, évitez de mentionner une personne trans devant des tierces personnes moins proches pour éviter des réactions que l'on ne peut jamais vraiment deviner. Plus largement, il peut être plus sensé d'attendre que les sujets viennent des personnes concernées elles-mêmes ou de demander s'il est possible d'en parler. Enfin, remettre en question les intentions personnelles guidant l'envie d'amener un sujet de discussion spécifique est souvent opportun pour déconstruire des réflexes transphobes ou comprendre une intention pouvant amener à des conséquences tristes. Ainsi, si vous pensez que l'on ne peut plus rien dire, apprenez que vous ne pouvez simplement plus discriminer impunément. Et oui. Le chapitre qui suit est un chapitre sur le coming out, mais ça je vous laisserai le découvrir vous-même, car même si j'ai très envie de tout lire, je me dis qu'il faut vous en garder pour vous. On va lire le témoignage sur Océan. Océan est né en 1977, comédien, auteur, militant, il a également été chanteur, certainement une des personnes trans les plus visibles en France. Océan est connu pour ses spectacles La lesbienne invisible et Chaton violent, qui explorent et questionnent les identités queer et leur inclusion dans la société. Largement médiatisé pour sa série documentaire du même nom, Océan a transitionné sous le regard des caméras, permettant une vulgarisation importante des vécus transgenres. Il a également organisé le Festival des Merveilles, un festival artistique et politique sur la visibilité des personnes trans. Proche de l'association Acceptesti, il a également participé au lancement du Fonds d'action solidaire trans en 2020. Voilà. Et alors, la prochaine fois, nous lirons ce gros morceau consacré à la transphobie et du coup, comment elle s'est construite, etc. etc. Ce qui fait que... tac, je regarde juste. Quelle place pour les alliés? Est-ce que c'est... Oui, voilà. Transidentité autour du monde à travers les siècles, on a déjà lu la première partie de ce chapitre, donc on n'y reviendra pas, et on terminera par celui sur la pop culture, ce qui fait que potentiellement, la semaine pro, ce sera peut-être le dernier stream sur ce livre. Ça dépend, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, on verra. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, car après je trouve que c'est un peu long et lourd à digérer. Mais c'était trop bien. Je suis contente d'avoir lu en live la partie sur les vocabulaires. Je trouve que c'est vraiment trop important. Et qu'on devrait effectivement avoir plus de cours. que l'SVT devrait être tellement moins cloisonné. Mais bon, bref. Déjà, au revoir les rediffusés. Merci d'avoir été là.
C'est très sympa de votre part.